Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde sur la place de la science dans le débat public. L'objectif des discussions dans l'heure qui vient sera d'essayer de répondre à une question malheureusement d'une grande actualité. Qu'est-ce qui fait encore vérité aujourd'hui dans notre société ? À l'heure où la situation américaine nous montre tous les dangers de la désinformation, des réseaux sociaux et des fake news, on voit à quel point il devient essentiel de mener le combat pour défendre la rationalité. C'est vrai dans tous les domaines, que ce soit la santé, les sciences économiques ou même, comme l'actualité l'a encore montré cet été avec la loi du plomb, l'agriculture. Pour cette table ronde, nous aurons le plaisir d'entendre Gloria Origi, Agnès Buzyn, Jean-Luc Tavernier et Philippe Aghion en visio. Gloria Origi, vous êtes philosophe, directrice de recherche CNRS à l'Institut Jean Nicot de l'École normale supérieure. Vous êtes spécialiste de la philosophie des sciences sociales et vous vous intéressez tout particulièrement aux mécanismes par lesquels les connaissances circulent au sein des sociétés modernes et aux conditions qui permettent leur légitimité. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier s'intitule « La vérité est une question politique » aux éditions Albin Michel. Agnès Buzyn, vous êtes professeure d'hématologie. Après avoir notamment présidé l'Institut national du cancer et la Haute Autorité de santé, vous avez été ministre de la Santé de 2017 à 2020. Aujourd'hui conseiller maître à la Cour des comptes, vous avez fondé le think tank Évidence qui vise justement à défendre la place de la science dans la société. Et je vous livre un petit scoop, puisque Agnès Buzyn publie chez Plomb à la fin de la semaine un ouvrage passionnant sur les réformes à engager pour sauver notre système de santé. Jean-Luc Tavernier, vous avez dirigé l'INSEE pendant plus d'une décennie. Votre mandat vient de se terminer et vous êtes aujourd'hui économiste et inspecteur des finances. Vous aviez auparavant occupé de nombreux postes dans des cabinets ministériels ou dans l'administration, que ce soit au Trésor ou à la COS. Vous êtes aussi depuis 2016 un invité très fidèle des Journées de l'économie, puisque j'ai compté, vous avez participé à une quinzaine de tables rondes ici à Lyon. Quant à vous, professeur Philippe Aghion, qui est donc en visio, vous êtes économiste, professeur au Collège de France, à l'INSEAD et à la London School of Economics, et vous êtes surtout récipiendaire du prix Nobel d'économie 2025 pour vos travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique. Vous avez notamment développé la théorie de la croissance schumpeterienne. Mais même si vous êtes avec nous en visio ce matin, vous vous trouvez ici chez vous puisque vous êtes également président du Conseil scientifique des Journées de l'économie. Pour commencer ces discussions, je vais laisser chacun de nos orateurs nous exposer pendant quelques minutes leur analyse sur la place de la science dans le débat public. Monsieur Aghion, pourriez-vous nous faire l'honneur d'ouvrir ces présentations ? Merci beaucoup et toutes mes excuses de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Voilà, donc c'est exceptionnel. En général, j'assiste en personne aux sessions. Voilà, donc c'est un plaisir d'être avec vous tous. Je pense que c'est une question que Agnès notamment a posée de manière très très claire, c'est-à-dire il faut mettre la science au cœur du débat public, c'est-à-dire baser le plus possible les discussions sur des faits avérés et des faits vérifiables. Par exemple, si vous voulez, les États-Unis sont loin d'être un modèle en ce moment, mais ils ont aux États-Unis le Congressional Budget Office, qui est une institution qui dispose d'énormément de moyens. Ça veut dire que les députés, les parlementaires américains ont les moyens d'embaucher des chercheurs, de mener des études eux-mêmes, par eux-mêmes, pour vérifier les choses. Alors la Cour des comptes est censée jouer ce rôle-là, mais je crois qu'elle ne dispose pas, et là je parle sous le contrôle d'Agnès et de Jean-Luc notamment, je ne crois pas que la Cour des comptes dispose de moyens équivalents au Congressional Budget Office. Donc je crois que ce serait très utile d'avoir quelque chose comme... Et disposant des moyens, c'est sans doute une Cour des comptes augmentée, mais qui ait les moyens et le fonctionnement du Congressional Budget Office. C'est très important parce que du coup, les débats se basent sur des faits vérifiables et des études et contre-études. Et ça accroît énormément la qualité du débat. Et je crois que ça nous manque énormément. Je voulais dire que j'ai été frappé, je sais que j'étais dans la presse, j'ai fait des déclarations, parce que j'ai été auditionné il y a 10 jours par la commission économique de l'Assemblée nationale. Alors, il y a de nombreux députés qui faisaient leur travail très sérieusement. Ça couvrait à peu près le spectre allant du Parti communiste au LR. Et là, j'ai eu vraiment
des gens sérieux qui pouvaient ne pas être d'accord, mais qui faisaient leur travail sérieusement. Et puis, hors de ce spectre-là, j'ai été abasourdi par, si vous voulez, au lieu de en guise d'argumentation, c'était de l'insulte, de l'invective, des assertions totalement fausses et non vérifiées. Quand je disais, mais écoutez, ce que vous dites n'est pas juste, une incapacité totale à reconnaître que c'est pas juste et à essayer d'engager un débat. Et c'est ça qui m'a atterré. Donc j'ai fait des déclarations à ce sujet, mais ça concernait ces personnes-là, c'est-à-dire hors de cet arc allant il y avait notamment, voilà, je ne nommerai pas d'où ils viennent, je pense que vous devriez, j'engage tout le monde à regarder cette audition de la commission économique et vous verrez tout à fait qui place la science au cœur du débat et qui ignore et qui ne veut absolument pas placer la science au cœur du débat public. Voilà. Donc j'invite vraiment chacun d'entre vous à visionner cette audition devant la commission économique. Elle est totalement accessible. Voilà. Je voulais dire que c'est vraiment les remarques préliminaires que je voulais faire, mais vraiment les faits vérifiables. Par exemple, tel programme, tel parti propose un programme. Moi, je dis, voilà, il y a des incohérences. Au lieu de me répondre sur le fond, voilà, c'est autre chose qui se fait, quoi. Et je crois que c'est important que chaque chose puisse être vérifiée et qu'il y ait un débat et que quelqu'un dise, voilà, je reconnais que là-dessus on n'est pas d'accord. Et on peut avoir des désaccords, par exemple, entre scientifiques, on a des désaccords, on ne met pas l'accent. Je vous remercie. Ça n'empêche pas le fait qu'on fasse un va-et-vient. Oui, j'ai été trop long. Merci beaucoup. Voilà, j'essayais d'exprimer un petit peu Voilà, c'était juste mes quelques mots d'ouverture. Excusez-moi. Je vous remercie, professeur Aguillon. Agnès Buzyn, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous avez décidé de créer le think tank Évidence, dont l'objectif est justement de défendre la place de la science dans la société? Merci beaucoup. Merci en fait à Philippe Aguillon d'avoir posé le débat parce que le constat, en réalité, suit un long cheminement de divergence progressive entre le monde scientifique, le monde de la recherche, le monde des faits et le monde politique. Et c'est face à ce constat qui est lié à ma vie professionnelle où, en tant que directrice de différentes agences sanitaires, j'ai pu voir à quel point les décisions politiques qui étaient prises pouvaient être contraires à la réalité des faits, que je me suis interrogée sur la question de cette divergence profonde entre le monde scientifique et le monde politique. Et donc, fort de mon expérience, et puis voyant également qu'il y avait un désintérêt progressif pour les investissements dans la recherche et l'innovation dans notre pays, nous sommes un des pays du monde qui investit le moins, en tous les cas de l'OCDE, qui investit le moins dans la recherche et l'innovation, j'ai essayé de comprendre les rouages, les ressorts, parce que nous sommes le pays des Lumières, nous avons fondé toute notre démocratie sur la science, sur les faits. Comment se fait-il que nous en arrivions à un point où les scientifiques et le monde politique, voire administratif, ne sont plus vraiment capables de coopérer et de se parler ou de dialoguer? Donc, c'est la raison de la création d'Évidence. Donc, Évidence, c'est un think tank. Je remercie Philippe Aguillon, qui est membre du think tank, et Stéphanie Benz et Gloria Origi également, d'être parmi nous et de m'aider à raisonner, parce que, en réalité, les scientifiques sont tous conscients de cette divergence, de ce divorce progressif, sont très malheureux de voir que la science n'est pas bien représentée dans l'espace public, que les Français ont de plus en plus de difficultés, et ils le disent eux-mêmes dans les sondages d'opinion, à faire la différence entre une réalité et une croyance. Et donc, les scientifiques sont au courant, mais ne sont plus capables, en fait, d'avoir accès au monde politique. Et c'est aussi lié au fait que la représentation politique, que ce soit les assemblées, mais même dans la haute fonction publique, a de moins en moins de scientifiques ou d'ingénieurs dans ses rangs. Et c'est quelque chose qu'on voit arriver depuis plusieurs années. Donc cette formation au raisonnement scientifique a progressivement disparu du monde de nos dirigeants. Donc, Évidence a plusieurs objectifs. Remettre la réalité des faits au cœur de notre société, parce que nous ne pouvons pas vivre en démocratie sans nous entendre au moins sur une réalité commune qui permet un débat, une délibération éclairée, et puis rappeler à quel point nous avons besoin de science, de recherche, d'innovation
pour notre souveraineté, pour notre croissance ultérieure, pour l'avenir de nos enfants. Et donc, comment faire en sorte que les Français réinvestissent de nouveau ce champ? Comment faire en sorte que nos jeunes aillent de nouveau vers les métiers scientifiques et techniques? Comment lutter contre la désinformation? Tout ça sont les objets de travail d'évidence et nous publions régulièrement, évidemment, des rapports et des propositions dans ce champ. Merci beaucoup. Gloria Origgi, pouvez-vous nous partager vos réflexions sur la place de la vérité dans la démocratie? Merci beaucoup. Et, en fait, je suis là un pauvre philosophe. Enfin, je suis la seule qui n'a pas un background vraiment scientifique. Donc, excusez-moi, ayez une tolérance de ce point de vue un peu extérieur. Mais quand même, c'est des questions. Ces années sont assez difficiles pour nous tous, mais du point de vue épistémologique, philosophique, elles sont très fascinantes, enfin, parce qu'il se passe des choses du point de vue de ce que nous croyons, de ce que les gens pensent savoir, etc., qui sont spectaculaires. Enfin, je dois dire vraiment spectaculaires. Donc, il y a au moins cet avantage personnel que j'observe un monde qui est devenu très intéressant. Je pense que Philippe Ayguillon et Agnès Buzyn ont mis en valeur la question qui est aussi centrale dans le think tank d'Agnès Buzyn, évidence, c'est-à-dire faire ainsi que la politique soit plus informée par les sciences, enfin mettre plus de sciences à l'intérieur de la politique, ce qui est un objectif très noble, mais lorsqu'on commence à discuter de tout ça, même dans ce think tank, mais dans plein d'occasions, enfin, le problème c'est qu'il n'y a pas seulement la politique c'est des représentants de qui? Du peuple. Et, disons, ils doivent jongler entre les faits et le ressenti de la population, des citoyens, on peut leur dire, ce fait-là est démontré scientifiquement, ils ressentent les choses d'une façon différente. Si vous voulez, une tension... on a vu, disons, l'émergence des populismes pendant ces années qui est largement basée sur, disons, le clash entre faits et ressentis. Enfin, on vous dit que c'est ça la situation et les gens ressentent les choses d'une façon différente. Il y a une dimension subjective de la perception d'un fait qui est différente. Donc, il ne se plie pas, disons, à une objectivité établie qui serait, par exemple, établie par des scientifiques et qui serait derrière certaines politiques. Donc, si vous voulez, il y a un triangle très délicat qu'il faut comprendre entre science, politique et public et citoyens. Et donc, c'est un triangle qu'il faut être capable disons, de garder avec un certain équilibre. Peut-être, c'est un triangle un peu isocèle, un peu, enfin, avec une forme assez bizarre, enfin, mais il faut essayer de garder ces trois pôles en tête. Donc, bien sûr, lorsqu'on dit il faut... Donc, pourquoi je parle de ces trois pôles? Même si la question qui a été posée aujourd'hui, c'est clairement remettre de la science en politique. Parce que les politiques, après, avec de la science, ils doivent prendre des décisions qui peuvent être plus populaires ou impopulaires, mais qui sont... Et en plus, ils doivent être réélus. Et cette réélection est basée aussi sur un ressenti, sur une subjectivité, sur des émotions, sur des biais de perception. Donc, on nous donne une statistique, et M. Tavernier va sûrement parler de ça, on nous donne une statistique qu'au fond, ce phénomène est comme ci, comme ça, mais nous, on le ressent dans notre quartier comme ça, d'une façon différente, et c'est très difficile de demander aux gens de supprimer leur ressenti, supprimer leur perception. Enfin, c'est difficile, enfin, il faut trouver une façon. Donc, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu très délicat de faire que ce triangle ne soit pas d'une forme trop bizarre, enfin, c'est entre entre la question de la responsabilité épistémique des politiques. Ça veut dire les politiques, pour faire prendre des décisions, doivent prendre en considération les données, les sciences et peut-être être formés plutôt aussi, provenir aussi du champ des scientifiques, enfin, plus de polytechniciens, plus de, voilà, des matheux, etc. en politique. Ça, c'est très bien. Et puis, faire cadrer la situation avec
je parle des triangles, puis j'ai dû cadrer la situation, donc ça ne marche pas. Mes compétences mathématiques sont un peu faibles, mais enfin, disons, de faire que ce triangle ne soit stable. C'est ça mon idée. Merci beaucoup. Monsieur Tavernier, quand nous préparions cette table ronde, vous nous avez expliqué qu'en tant que directeur de l'INSEE, il vous fallait dépasser un double handicap, être à la fois un expert et un employé du service public. Que vouliez-vous dire par là ? Oui, c'est vrai que l'INSEE et puis plus généralement les services statistiques qui participent de la statistique publique, ils ont pour mission d'éclairer le débat économique et social avec des indicateurs qui se veulent crédibles et pas contestables. Et moi, ce que j'ai vécu, effectivement, c'est que c'est un combat de tous les instants d'asseoir et de garder cette crédibilité, parce que quand on est expert public, c'est un peu la double peine. Il y a un double handicap. Et je vais vous citer un exemple que j'ai toujours gardé. C'était dans la revue de presse de l'INSEE, on regardait régulièrement ce qu'on disait de nous. Et dans un hebdomadaire, un jeu de questions-réponses entre un lecteur et un journaliste. La question, c'est peut-on faire confiance aux chiffres qui sont publiés par l'INSEE ? Et la réponse, je ne sais pas comment vous réagirez, hein. C'est même si l'INSEE est un organisme public, les chiffres qui sortent me semblent tout à fait fiables. Alors, je suis content de voir que la réponse vous dérange un petit peu également, parce que quand on est payé par le contribuable pour travailler sérieusement, en toute indépendance, de façon rigoureuse, la réponse telle qu'elle est écrite là est effectivement un peu dérangeante, mais elle est symptomatique de quelque chose. La pulsion, système 1, c'est de penser que si ça vient du public, c'est en pleine suspicion parce qu'il y a volonté de manipulation, d'instrumentalisation, de vassalisation par le pouvoir, que sais-je. Et alors, bon, alors moi je suis évidemment jugé parti, et après 13 ans à la tête de l'INSEE, je ne suis pas le meilleur juge, mais je pense que l'INSEE jouit quand même d'une crédibilité correcte, et finalement on a traversé cette période d'inflation sans que les chiffres d'inflation soient contestés. C'est le cas aussi pour les autres indicateurs, croissance, chômage, déficit public, que sais-je. Mais quand on gratte un peu, je trouve que la défiance n'est jamais loin. Et alors, j'ai quelques signaux faibles, hein. Par exemple, sur les réseaux sociaux, moi j'étais beaucoup sur LinkedIn, l'INSEE aussi a un compte Twitter, et c'est parfois violent, hein, les réactions sur Twitter. Mais les réactions violentes, c'est toujours quand on annonce des bonnes surprises, des bonnes nouvelles. Quand on annonce quelque chose qui est décevant, on n'a aucune contestation. Mais quand on annonce, et ça arrive quand même, quelque chose qui est plutôt une bonne surprise, alors là, on a des gens qui sont assez vocaux, hein, qui disent ah ben voilà, on voit bien que vous servez la soupe, on voit bien que vous êtes un organisme public, etc., etc. Ça, c'est un premier signal faible. Un deuxième, c'est que j'avais proposé à Gérald Bronner, à son laboratoire de sociologie, de travailler avec nous. On a une petite enquête d'image et de notoriété. Il avait fait ça avec Laurent Cordonnier, qui est dans l'équipe. Et c'était assez intéressant. Ils avaient rajouté une grille de psychologie cognitive, on va dire, aux questions de notoriété pour savoir, on demande un peu aux gens, est-ce que vous avez confiance dans l'INSEE, est-ce que vous avez confiance dans les différents indicateurs ? Bon, c'est pas si mauvais, il y a quand même une majorité de gens qui ont confiance, mais le noyau dur de ceux qui n'ont pas confiance, qui marchait le mieux, alors parmi les variables testées, c'était l'orientation politique, la sensibilité aux thèses du complotisme, est-ce qu'on a une démarche plutôt analytique ou intuitive ? Et ce qui marchait le mieux, c'est que les gens qui ont une orientation politique proche des extrêmes sont ceux qui sont défiants. Alors ceux de l'extrême droite pour la majorité des indicateurs, ceux de l'extrême gauche plutôt pour les indicateurs marché du travail, emploi, chômage, salaire. Mais et ça m'a fait penser un peu à ce qui se passe aux États-Unis, où on pense en fonction de ce qu'on vote. Donc ça, c'est aussi un signal faible un peu inquiétant. Et le troisième, c'est que quelques jours après que j'ai quitté l'INSEE début juillet, c'est une publication que j'avais validée, hein, il y a une publication sur la sous-occupation du logement. Alors de longue date, on regarde la suroccupation, on regarde quelle est la proportion de familles qui vivent dans des logements trop petits au regard de la composition de la famille. Bon. Et avec les mêmes données, ça ne coûte rien, on peut regarder la sous-occupation, ce qui est quand même intéressant du point de vue de certaines politiques publiques, par exemple la rotation du logement social, des choses comme ça. Et alors là, que n'a-t-on entendu sur un certain type de médias, orchestrés par certains médias, je vous laisse deviner lesquels, sur le thème qu'est-ce que fait l'INSEE à vouloir savoir dans combien de pièces on doit vivre, et plus encore, cette arrière-pensée de est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous préparer une taxation au prorata des pièces vacantes, enfin quelque chose comme ça. Et donc c'est vous dire que ces arrière-pensées de manipulation, etc., sont jamais très très loin, à fleur, et c'est effectivement un combat permanent d'essayer de témoigner, de manifester de son indépendance. Alors effectivement, la première question, c'est de savoir comment faire
comment faire en sorte que les politiques publiques s'appuient davantage sur des justifications et des faits bien validés. Agnès Buzyn, la loi du plomb était vraiment l'exemple typique de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on a publié pour Évidence une tribune et puis un papier dans la revue de France Stratégie du Haut Commissariat au Plan sur la loi du plomb parce que c'est un cas d'école. Donc dans la défiance vis-à-vis de la science et la circulation des fake news, il y a quand même deux domaines qui sont majoritaires, c'est la santé et l'environnement. Comme dit Étienne Klein, quand il publie sur le boson de Higgs, il y a rarement des gens qui se trouvent concernés et qui ont envie de dire que le boson de Higgs est une fake news. Par contre, quand vous publiez sur les pesticides ou sur la santé ou les vaccins, là, vous pouvez être sûr que beaucoup de gens se sentent concernés et du coup, la circulation des fake news va très vite. Donc la loi du plomb, c'est la santé, c'est l'environnement et donc c'est un cas d'école. Alors, c'est un cas d'école en méthode, en réalité, parce que la science, dans le cas concret de la loi du plomb, a été un peu instrumentalisée de part et d'autre. C'est-à-dire que chacun est venu avec des arguments qui n'étaient pas tous faux, mais parfois des semi-arguments, c'est-à-dire des semi-vérités. Il n'y a rien de plus difficile que de lutter contre des semi-vérités, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que c'est faux, mais il manque une partie du raisonnement. Et donc, dans les deux cas, on voit bien que les uns et les autres ont utilisé des arguments pour frapper les esprits et pour aller dans le sens de leurs intérêts, soit idéologiques, soit économiques. Mais surtout, c'est la construction de la loi qui pose problème. Donc nous l'avons analysé. Normalement, quand un projet de loi est proposé par le gouvernement, il fait l'objet d'une étude d'impact. Alors, non pas toute une qualité extraordinaire, mais au minimum, l'administration fait appel à des experts et essaye de voir l'impact que va avoir le texte de loi sur la santé, l'environnement, et essaye de se projeter, de modéliser pour savoir quels vont être les effets de la loi. Malheureusement, dans le cadre de ce qu'on appelle les propositions de loi, c'est-à-dire toutes les lois qui sont proposées par des partis lors des niches parlementaires, eh bien, cette étude d'impact n'est pas obligatoire. Et il se trouve qu'en l'absence de majorité présidentielle, la plupart des lois aujourd'hui ne sont pas des lois émanant des gouvernements, donc il n'y a pas d'étude d'impact, ce sont des propositions de loi émanant des partis. Et aujourd'hui, quasiment 60 à 70% des lois votées dans cette mandature sont des PPL, donc ne font pas l'objet d'études d'impact. Donc déjà, c'est un premier point qui doit être angoissant pour les citoyens que nous sommes. C'est-à-dire que les gens votent des lois, n'ont pas le début du commencement d'une idée de savoir quels vont être leurs effets. Donc toute l'idéologie peut évidemment se manifester. Deuxième point, normalement, lorsque vous auditionnez des experts pour préparer un texte de loi, dans les commissions qui préparent la loi, ces auditions sont publiques. Eh bien, dans les PPL, donc dans les propositions de loi émanant des partis, ces auditions n'ont pas à être publiques, c'est le choix du président de la commission. Il se trouve que pour la loi du plomb, énormément d'agences sanitaires ont été auditionnées, énormément d'experts. Simplement, vous n'avez aucun compte-rendu. C'est-à-dire que les citoyens que nous sommes n'ont aucun moyen de savoir ce qu'ont dit les experts pour préparer la loi. Et donc, ça pose la question quand même de la place de l'expertise, parce que l'expertise, elle se doit d'être plurielle, elle se doit d'être publique, elle se doit de pouvoir être contestée. Et donc, si vous ne savez pas ce que les gens ont dit, vous n'avez aucun moyen, en fait, de délibérer sur les faits. Et donc, ça pose la question pour les parlementaires, et d'ailleurs on essaye de mobiliser la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sur cette question-là, parce que ça pose une question constitutionnelle. Combien de temps pouvons-nous laisser encore des PPL prospérer sans étude d'impact, sans audition publique de l'expertise, et comment sont choisis des experts lors de ces auditions, nous n'en savons rien non plus. Il y a aussi ce problème-là, c'est que les politiques ont beaucoup de difficultés à aller chercher de l'expertise. C'est quoi un expert? C'est quelqu'un qui est reconnu par ses pairs. C'est pas quelqu'un qui parle très fort à la télé, c'est pas celui qui parle le mieux sur BFM, c'est quelqu'un qui, a priori, a une reconnaissance internationale ou nationale par des gens de sa communauté, et ce n'est pas forcément ceux qui parlent le mieux qui sont les bons experts. Donc voilà, tout cela pose des questions pour notre démocratie. Donc la loi du plomb, c'est un exemple parfait d'un texte de loi qui échappe en fait et à l'expertise et au débat public et à la qualité que l'on peut attendre aujourd'hui d'une evidence-based policy, c'est-à-dire une politique publique fondée sur les faits.
Et alors justement, Monsieur Tavernier, comment est-ce que pour vous, on pourrait faire pour essayer d'avancer sur cette question des PPL? Oui, je voudrais vraiment aller dans le même sens. Alors, il y a les propositions de loi et même les projets de loi du gouvernement, hein, dans le même sens que ce que vient de dire Agnès. C'est-à-dire que on a quand même beaucoup de progrès, on est très loin des meilleures pratiques en matière de fabrique de la norme législative et même réglementaire. Et si on veut vraiment, il y a tellement de décisions, tellement de textes sur lesquels il y a des dimensions scientifiques, si on veut vraiment que l'expertise soit convoquée, il faut le vouloir et puis en prendre le temps. Et c'est des conditions qui sont rarement remplies. Et alors, même pour les projets de loi, donc les projets de loi qui sont d'essence d'initiative gouvernementale, on a un peu progressé. Il y a maintenant une obligation d'étude d'impact, effectivement, mais on a souvent eu une approche très juridique des études d'impact. Moi, je me rappelle d'un temps, j'espère que ça s'est amélioré, où pour une taxe, il suffisait de dire, de cocher des cases, de dire, bah non, cette taxe n'a pas d'effet sur les égalités hommes-femmes, n'a pas d'effet sur la situation en particulier des handicapés. Il y avait comme ça un certain nombre d'items qu'il fallait cocher, et l'étude d'impact était faite. Bon, c'est un peu meilleur maintenant, mais ça reste encore ça reste toujours une approche très juridique, très formelle. Et on n'a rien qui nous garantit que vraiment, de la même manière que le secrétaire général du gouvernement vérifie qu'un texte est correct d'un point de vue légistique et peut voyager au Parlement, qu'un texte issu du gouvernement est vraiment pris à bord toutes les dimensions scientifiques et d'expertise possibles. Alors, dans son livre, il y a 3 livres à lire, hein, celui de Gloria et celui L'avenir d'Agnès. Et puis moi, je fais la pub de Karine Berger, qui est toujours secrétaire générale à l'INSEE, qui est ancienne députée, qui a écrit avec Grégoire Biasini, chez Odile Jacob, « Quand la France se détourne de la science ». Elle parle du livre de Gloria, et elle cite... Et là, parmi ces propositions, celle d'une qui est, paraît-il, mise en œuvre au Canada, d'un conseiller scientifique national, qui objective les enjeux en amont de toutes les décisions qui ont une dimension scientifique. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais qui est quelqu'un ou qui est une instance qui vraiment met en jeu son crédit dans le fait qu'un texte a bénéficié, a convoqué toute l'expertise nécessaire, je pense que ça serait fort utile. Alors, mais Agnès a raison, plus on donnera des contraintes sur les projets d'initiative gouvernementale, et plus on risque de contourner par des propositions de loi venant des parlementaires ou des amendements du gouvernement qui passeront par les parlementaires parce qu'ils échapperont à la procédure. Et donc là, ça pose ce problème qu'Agnès a cité de comment on met aussi un peu ce temps et cette volonté d'expertise dans les amendements et les propositions parlementaires, dans les amendements aussi. Hein, ce qu'on a vu sur ce qui a été voté à l'Assemblée en termes fiscaux, sans étude d'impact ces derniers jours, juste vertigineux. Donc je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel, je ne répondrai pas, mais il y a un vrai sujet, et on est très très loin, c'est surtout de ça qu'il faut prendre conscience, on est très très loin des meilleures pratiques. Philippe parlait du CBO tout à l'heure, mais il ne suffit pas, Philippe, de doter la Cour des comptes de plein de moyens, elle en gagne chaque année des moyens à la Cour des comptes. Il faut que le Parlement ait envie d'écouter et de prendre le temps. Voilà. Merci. En même temps, Gloria Origi, l'expertise scientifique ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la décision publique. Non, bien sûr, et je pense que personne ici veut suggérer ça. Tout simplement, bien sûr, enfin, les experts ne sont pas des personnages en général sympathiques en démocratie, parce qu'ils ont un statut, un statut de privilège, leur point de vue, disons, est pris en considération justement, enfin, d'une façon privilégiée, et ça crée une espèce de ressentiment, de risque, de menace de technocratie, enfin, un grand critique du rôle des experts en démocratie. Et le philosophe Jürgen Habermas, le philosophe allemand, qui a écrit un texte célèbre. Et quelles sont ces critiques? Par exemple, comment on peut vraiment choisir les experts? Ça veut dire, quel est le critère d'indépendance? Comment choisir entre 2 experts, par exemple? Quels sont comment est-ce qu'on décide si on devrait, disons, là,
penser à une objectivité absolue de la science et de la façon de construire le monde, bien sûr. Même en physique, vous avez des gens qui disent que l'univers est en train de se dilater et des gens qui vous disent que ce n'est pas le cas. Donc, toutes ces questions sont posées au niveau, disons, on comprend une résistance, mais à part ces résistances très philosophiques et générales, il y a bien sûr un besoin de rendre le plus transparent possible le processus par lequel les experts sont sélectionnés et comment ils travaillent. J'avais fait une étude avec des collègues sociologues pendant le Covid et les pays qui réagissaient mieux aux décisions basées sur l'expertise, bien sûr, urgentes, c'était la Norvège. Et en fait, si vous voyez, on a enquêté sur ça, et au fond, c'était que les règles... D'abord, la Norvège est un pays qui a encore un haut niveau de confiance dans la politique, ce qui est... Parce que la confiance dans la science, moi je travaille beaucoup sur ça, ne s'est pas écroulée pendant les dernières années, dans les sondages. C'est la confiance dans la politique qui s'est écroulée. Donc il faut comprendre que si la science touche aux politiques, la confiance dans la science se baisse. Donc la Norvège, qui est un pays avec une haute confiance dans la politique et une haute confiance dans la science, a des procédures, par exemple, hyper transparentes de sélection des experts. Disons, avec les citoyens peuvent voir qui a été pris, pourquoi, pour prendre quelle décision, lire les rapports, comme justement disait Agnès. Ce n'est pas quelque chose qui est fait d'une façon complètement opaque. Dans plein d'autres États, les procédures sont opaques. On risque alors de percevoir les experts comme des gens qui ont un parti pris et la confiance dans les deux, dans la science et dans la politique, risque de baisser encore plus. Mais clairement, des procédures là, étudier, vraiment dessiner des procédures de transparence, interaction entre experts et monde politique est essentiel pour renforcer ce lien important. Enfin. Philippe Aghion, dans le champ de la politique économique, avez-vous le sentiment que les politiques, justement, écoutent les économistes, vous qui avez participé à la construction de plusieurs programmes présidentiels? Ils les écoutent quand ça les arrange et ils les écoutent pas quand ça les arrange pas, quoi. En fait, c'est ça que je me suis réalisé. Par exemple, je veux dire, on a participé avec d'autres à des discussions lors de l'élaboration de programmes. D'abord, il y a une chose intéressante, c'est qu'en France, souvent les universitaires, on fait appel à eux pendant les campagnes électorales et on les remet dans le tiroir une fois l'élection passée, quoi. C'est-à-dire que c'est une grande différence avec les pays anglo-saxons où, par exemple, vous savez, les ministres des Finances et les directeurs de banque centrale dans les pays anglo-saxons sont souvent des universitaires, Ben Bernanke, d'autres, donc Janet Yellen, Irving King, c'était tous des gens qui avaient fait des PhD et on fait beaucoup appel à l'expertise d'universitaires, même tout le temps, quoi, on continue, quoi. En France, il y a quand même, alors peut-être moins maintenant qu'avant, mais quand même l'idée, on fait appel aux universitaires pour avoir des idées pendant les campagnes, et puis une fois l'élection gagnée, on considère qu'on n'a plus besoin d'eux, et qu'on va se reposer essentiellement sur des gens de l'administration, etc. Donc voilà, qui sont très bien d'ailleurs, mais et les politiques prennent ce qu'ils veulent prendre. Donc voilà, et donc il y a des choses sur lesquelles moi ou d'autres on a été écoutés, entendus, et d'autres non. Et voilà, et peut-être qu'on avait tort, mais voilà, je voulais dire, c'est que les politiques, ils font leur miel un peu, ils décident ce qu'ils veulent faire et l'utilisation qu'ils veulent faire. Et je vous dis, c'est souvent très différent avant la campagne et une fois la campagne passée. Je voulais parler juste dire un mot sur le ressenti. C'est très intéressant. Stéphanie Stancheva, qui est une collègue à nous, elle a souvent parlé dans les journées économiques. Elle fait des enquêtes, des grandes enquêtes, et elle peut voir le décalage entre la réalité et le ressenti, mais le ressenti fait partie effectivement des choses qu'il faut prendre en compte. Sur les inégalités, sur l'immigration, sur la mobilité sociale, c'est des grands sujets sur lesquels maintenant on fait une grande enquête sur la perception des employés dans l'entreprise, le décalage qu'il peut y avoir entre la réalité et la perception, mais la perception doit faire partie de ce qu'on doit prendre en compte. Par exemple, sur les retraites, c'est évident qu'en France, ça passe pas du tout les âges minimums. Moi, j'ai compris qu'on peut pas... Il y a des gens qui prétendent, qui parcourent la France pour sentir la France et ils continuent à dire âge minimum à 67 ans. Ça veut dire qu'ils parcourent la France avec des boules caisses parce qu'ils comprennent rien. En France,
les gens ne veulent pas d'âge minimum. La retraite à points, ça peut marcher, les annuités, mais c'est évident qu'il y a un blocage en France. Les gens ne veulent pas qu'on leur mette un couperet à 64 ans ou plus que 64 ans. Voilà, il faut tenir compte de ça. Et donc, il faut jouer avec ces perceptions. Il faut rentrer, pas seulement dire, voilà, il faut travailler plus et donc je mets la barre là. Il faut, et ça répond un peu à ce que Gloria disait tout à l'heure, il faut prendre en compte ces perceptions et de dire, peut-être on va réformer d'une manière qui prend en compte, voilà, le ressenti des Français, des blocages psychologiques peut-être, mais il faut que ça soit intégré disons, aux éléments dont le décideur, auxquels le décideur a accès pour légiférer et pour décider. Je crois beaucoup que toutes ces études sur les perceptions doivent être prises très au sérieux et que les réformateurs doivent les prendre très au sérieux quand ils élaborent une réforme. C'est évident que maintenant, je pense que les 64 ans est une grave erreur. C'était vraiment ignorer la perception des Français, quoi. Voilà. Et je crois que, voilà un exemple, par exemple, vous voyez, où ignorer les perceptions peut conduire à des graves erreurs. Merci beaucoup. Et donc, ça permet d'aborder la question suivante, qui était de savoir effectivement comment redonner confiance dans la science et convaincre le public de l'importance de l'expertise scientifique. Alors, Jean-Luc Tavernier, quand on a préparé la table ronde, vous nous aviez fait part de votre désarroi devant notamment les micro-trottoirs et la façon dont les médias choisissent des personnes pour les interroger sur un certain nombre de sujets et en donnant l'impression que leur opinion est représentative, ce qui n'est pas le cas, et ce qui joue dans toutes les problématiques qu'on a pu aborder jusqu'à ce matin. Oui. Et peut-être plus généralement, je peux vous dire ce qu'on essaie de faire, enfin ce que je dis toujours nous, mais j'en suis plus, mais ce que l'INSEE essaye de faire pour lutter contre ces réflexes de défiance et rester crédible. Et je vais venir à cette question du ressenti aussi, moi. Mais il y a peut-être trois choses. La première, c'est l'INSEE a toujours commenté les statistiques, pas balancé les chiffres comme ça. Mais on avait un peu tendance à penser que le métier, c'était de diffuser. On mettait à disposition les données, les statistiques, les études, et puis après, tout le monde s'en emparait. Et on ne faisait pas réellement de communication. Donc je pense qu'il faut incarner, moi. Il faut aller à la radio, sur les médias, et répondre et ne pas avoir peur d'être cité, de prendre des risques, parce qu'on peut toujours avoir une phrase qui, sortie de son contexte, va faire l'objet de polémiques. Mais il faut communiquer. Et en incarnant, je pense que si on se dit derrière l'acronyme INSEE, il y a des hommes et des femmes qui, ma foi, ont l'air de bons bougres, ça peut aider. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Et là, moi, j'ai pas de leçon absolue à donner, parce que à chaque fois qu'une petite polémique est naissante et qu'on l'observe, il y a toujours un dilemme entre y répondre tout de suite, au risque de donner un écho à quelque chose qui serait mort tout de suite, ou alors ne pas le faire et prendre le risque que du coup la polémique prenne de l'ampleur et qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Il y a pas je pense pas qu'il y ait de règle absolue en la matière, et c'est une vraie difficulté. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi, quand on le peut, avoir des statistiques à hauteur de femmes et d'hommes qui parlent autrement que les constructions statistiques un peu abstraites. Je vais prendre l'exemple de la pauvreté en 2020. Tout le monde pensait que 2020, l'année du Covid, la pauvreté s'était accrue parce qu'il y avait eu un arrêt de l'activité, etc., etc. Et quand on a eu à publier sur cette question-là un an plus tard, en fait, les données montraient que non, la pauvreté ne s'était pas accrue en 2020. Mais je pense qu'on n'aurait pas été audible si on n'avait pas eu la chance d'avoir en même temps une première étude faite avec une banque, c'était la Banque Postale, pour regarder l'évolution des découvertes bancaires, et qui montrait que en 2020, non seulement il n'y avait pas plus de découvertes bancaires à la Poste qu'à la Banque Postale qu'à l'ordinaire, mais il y en avait eu moins. Et je pense qu'avoir des statistiques comme ça qui parlent et qui soient autre chose que des constructions pour venir confirmer est aussi bienvenue. Et puis il y a cette question bien sûr, de toujours adresser le sujet quand ce qu'on fait s'écarte du ressenti. Et ça arrive sur le pouvoir d'achat, l'inflation. Et je pense que là, il faut vraiment traiter le sujet. Et il faut effectivement se dire que le ressenti, ça peut se mesurer de manière rigoureuse et autrement que par des micro-trottoirs
en début de journal télévisé, avec 3 types qui forcément seront indignés, mécontents et affectés. Et donc on fait beaucoup de choses en matière de ressenti. Alors Philippe a parlé de travaux universitaires, mais il y en a aussi beaucoup dans la statistique publique. On a les enquêtes de conjoncture depuis longtemps, on a les privations, donc on fétichise beaucoup le taux de pauvreté, mais on a des tas de publications sur les différentes privations dont les Français peuvent être victimes, et c'est des enquêtes européennes du reste. Et puis, il y a aussi des publications sur le bien-être subjectif. On vous demande, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre bien-être. C'est pas si mauvais en France par rapport aux autres pays, c'est comparable. Et puis surtout, on avait montré que quand on compare les différentes régions, la France dite périphérique n'était pas plus malheureuse. Au contraire, tout chose égale par ailleurs, si on était plus malheureux, c'était plutôt dans l'agglomération parisienne. Mais cette publication-là n'avait pas eu l'heure de confirmer ce qu'on avait envie de penser et avait été très peu reprise par la profession des journalistes, Stéphanie. Mais donc, je veux vraiment dire ça, le ressenti, ça peut se mesurer de manière scientifique, et du reste, à la demande de la Fondation Jean Jaurès, j'avais fait un petit papier là-dessus, qui est aussi un billet de blog de l'INSEE. Alors oui, à l'INSEE, pour vraiment donner à voir ce qu'on fait, traiter les polémiques, répondre aux questions qui peuvent se poser. Depuis 5 ans, il y a des billets de blog, il y en a une vingtaine par an, et ils sont, j'espère, assez intéressants. Et donc il y en a un qui est consacré, comme ça, à la mesure du ressenti. Et moi, par exemple, la question qui m'avait le plus, dans toutes ces années, inquiété, c'est ces sondages où, quand on demande aux gens, est-ce que vous pensez bénéficier plus du système public ou contribuer plus que vous ne bénéficiez ? 70 à 80% des gens, c'est assez stable selon les sondages, disent « Ah non, moi je paye plus que ce que je reçois ». Et en fait, on n'avait rien à dire là-dessus parce que c'est assez compliqué. On sait mesurer très bien les transferts, les impôts, et puis les prestations en espèces, mais il y a tout ce qui est éducation, santé, comment on monétise le fait d'avoir une éducation et une santé largement subventionnées. Donc on a fait ce boulot et on montre que, en gros, 57% des gens bénéficient plus qu'ils contribuent, 43%. On est très loin du ressenti. Et c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important pour notre vivre ensemble. Si tous on pense qu'on paye plus qu'on ne reçoit, ça ne marchera pas. Et c'est le genre de choses qu'il faut vraiment essayer de traiter. Quand il y a un problème de ressenti, il faut y aller, il faut se mettre au boulot et il faut retrousser les manches. Agnès Buzyn, pour rebondir sur ce que disait M. Tavernier, il semble que la santé soit justement un secteur particulièrement vulnérable aux fausses informations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à votre avis, et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors, ça va me permettre de revenir sur tout ce qui a été dit à la fois par Philippe Aghion et par Jean-Luc Tavernier, et même sur ce que vous avez dit, Gloria, sur le fameux triangle. En fait, la santé, c'est vraiment aujourd'hui le terrain de jeu privilégié de la désinformation, parce que quand vous êtes malade, vous avez une vulnérabilité particulière. Vous êtes à la recherche de réponses, d'espoir, de sens, et parfois la relation que vous pouvez avoir avec votre médecin ne nourrit pas tout ça. Et donc les gens vont chercher de l'information, et plus elle est quelque part, plus elle va les rassurer sur des méthodes douces pour soigner le cancer plutôt que la chimiothérapie, plus ils vont y adhérer, évidemment. Personne n'a envie d'avoir une chimiothérapie. Donc la santé aujourd'hui, c'est vraiment un sujet primordial. Et il y a quelque chose qui m'a absolument frappée quand j'étais ministre et encore maintenant, c'est la défiance qu'ont les Français vis-à-vis de leurs agences sanitaires, vis-à-vis de l'expertise des agences sanitaires. Vous êtes représentant public d'une agence qui s'occupe des données, mais il y en a dans le champ de la santé, évidemment, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé. Moi, je suis fascinée, mais vraiment, et je m'adresse à vous parce que vous êtes là, représentant des citoyens, mais quelque part, je suis en colère qu'on donne autant de crédit, voire plus de crédit à n'importe qui sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'il a l'air authentique ou alors il est quelqu'un de ma communauté et il me parle avec les mots que je sais pas entendre, mais qui n'a aucune responsabilité dans les conseils qu'il va donner par rapport à une agence sanitaire ou à un ministre qui, lorsqu'il prend une décision, met en jeu sa responsabilité, la responsabilité de l'État. Je vais vous donner évidemment l'exemple des vaccins. J'ai rendu 11 vaccins obligatoires chez l'enfant en 2017 en arrivant. Décision très difficile, mais qui était liée au fait que les Français croyaient de moins en moins dans les vaccins, que de plus en plus d'enfants mouraient de méningite ou de rougeole, d'épidémies qui avaient jusque-là disparu. On était le pays le plus vaccino-sceptique au monde, ce qui était quand même
atroce, parce que les pauvres enfants qui mouraient ou qui étaient amputés des 4 membres après une méningite, ils n'allaient pas se retourner contre leurs parents qui ne les avaient pas vaccinés. Donc moi, ministre, j'ai pris la responsabilité de cette vaccination obligatoire en disant l'État assurera, s'il y a des effets secondaires, des complications, l'État, par l'ONIAM, permet d'assurer financièrement des réparations en cas d'accident lié à un médicament ou un vaccin. Donc, on prend nos responsabilités, on en prend nos responsabilités politiques, donc on se présente aux élections avec ça, et puis on prend nos responsabilités judiciaires, c'est-à-dire qu'on peut être attaqué. Un des informateurs sur Internet, les gens qu'on croit sur Internet, qu'on écoute sur Internet, c'est zéro responsabilité. Et donc, je me dis, mais comment se fait-il qu'on donne plus de crédit à quelqu'un qui ne met jamais en jeu sa responsabilité, ne serait-ce que judiciaire, quand on dit qu'il ne faut pas vacciner un gosse et qu'il va mourir à la fin, alors que l'État est garant, au contraire, d'une forme de vérité qu'il se doit aux citoyens et qu'il met en jeu cette responsabilité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rejoindre la question du triptyque et ce que disait Philippe Aghion sur le ressenti, moi, je considère qu'évidemment, la société ne peut pas fonctionner avec le scientisme. On n'applique pas simplement les données de la science à la société. Personne ne fait ça, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. D'ailleurs, à évidence, ce n'est pas cela que nous prônons. Mais par contre, avoir des politiques publiques fondées sur la science, c'est ce fameux équilibre qu'on doit trouver entre ce que dit la science, ce que disent les faits, et ce que ressent la population, ses besoins et son acceptabilité, l'acceptabilité sociale d'un certain nombre de mesures qui sont fondées sur la science. C'est ce triptyque qu'est ce qu'on appelle l'evidence-based policy. Je vais vous donner un exemple très concret. Le GIEC, il dit la science, il dit l'impact du changement climatique pour nos sociétés. Il ne prend pas de décision politique. À l'inverse, et heureusement qu'on n'applique pas directement les décisions, enfin les propositions du GIEC aux citoyens, parce que quand vous voyez ce qu'a donné la taxe carbone avec les gilets jaunes, vous voyez bien que l'acceptabilité sociétale, elle n'est pas automatique. Donc c'est aux politiques de trouver le chemin entre cette réalité scientifique et l'acceptabilité sociétale. Ça, en médecine, on le sait très bien, c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est que disent les recommandations pour traiter un malade, qu'accepte le malade en termes de traitement et qu'apporte l'expérience du médecin en termes d'ordonnance. Eh bien, ce triptyque-là, nous devrions l'avoir en politique pour l'evidence-based policy. Je pense que c'est ça qu'il faut rechercher. C'est un équilibre entre la société et son ressenti et ce que disent les faits. Mais si on n'est même pas capable d'interroger les faits et qu'on n'écoute que la société, ce qui est la tendance politique aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le populisme, on n'écoute plus que la société et on va dans le sens du vent, on oublie les faits. Là, c'est une dérive extrêmement dangereuse aujourd'hui pour nos démocraties. J'ai une histoire marrante à raconter, mais je ne la raconterai pas. Pour redonner confiance au public, et ça rejoint un certain nombre de questions qui commencent à arriver, Gloria et Origine, il faut aussi faire preuve de transparence dans le choix des experts. Est-ce que vous pouvez nous partager votre analyse sur cette question ? Je pense que sur la transparence, j'ai dit quelques mots juste avant. Ça veut dire que je pense que là aussi, pour stabiliser ce triangle, enfin, il faut que si la politique s'appuie sur la science, ce qui est obligatoire dans les sociétés contemporaines, enfin, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup d'alternatives si on veut survivre. Enfin. Et il faut que le mécanisme enfin, de transfert des compétences soit bien dessiné. Enfin, et je veux dire, donc beaucoup de transparence et aussi vraiment beaucoup de procédures qui permettent ce transfert. Et ça, je pense que ça reprend ce que Agnès disait sur vraiment les mécanismes, vraiment les dispositifs que l'État aujourd'hui a à disposition pour recruter, par exemple, des experts, comment et dans quel contexte, etc. Donc je pense que ça, c'est très important. Et vous nous aviez dit aussi que vous aviez mené des expériences très concrètes pour justement savoir comment... pour reprendre la question plutôt
générale, enfin, de confiance dans la science, enfin, du fait que le public, très souvent, n'a pas confiance. Enfin, on a travaillé dans mon centre de recherche, qui est très bizarre. Enfin, on est des philosophes, mais il y a beaucoup de sciences cognitives aussi. Donc, on fait des expériences. On a des philosophes qui font des expériences. Mais avec les collègues sociologues et les gens qui viennent des sciences cognitives. On avait remarqué, par exemple, sur les réseaux sociaux, un article qui a eu beaucoup d'impact, enfin, que le risque de crédulité, enfin, de croire à une fake news, est moins important par rapport au risque de manquer une nouvelle vraie, une information vraie. Donc, ce dont on est en train de travailler, c'est qu'en fait, une espèce de scepticisme, de doute généralisé sur la validité de l'information qu'on consomme, parce qu'il y en a trop, etc., est plus dangereux que le risque disons, de tomber, de croire à une théorie de complot ou à une fake news. Donc, il faut aussi travailler sur ça. Enfin, d'un côté, il faut se protéger. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a une espèce de combat international contre les fake news, contre la désinformation, etc. Donc, bien sûr, il faut se protéger, mais il faut aussi essayer de ne pas créer une situation de doute permanente, enfin, dans laquelle même les bonnes informations ne sont pas perçues, enfin, ne sont pas saisies. Donc, voilà, là aussi, il y a un équilibre à trouver entre doute et confiance, enfin. Philippe Aghion, est-ce que la question dans le champ économique se pose de la même façon, sachant que pour le public, pour le grand public, l'économie est peut-être justement la science qui est la plus subjective ou la plus susceptible d'être orientée politiquement? Oui, donc vous posez une très bonne question. Je pense qu'il y a un grand problème en France d'abord de manque d'éducation économique. Je pense que moi, en sixième, on m'apprenait à distinguer le crâne d'un chien du crâne d'un chat. Je trouvais ça mortellement ennuyeux. C'est sûrement très important, mais ça aurait été également important que dès la sixième, on m'apprenne à faire de l'économie. On en fait quand on joue aux billes, quand on joue avec des copains, on fait de l'économie. Et je pense qu'on devrait très tôt introduire l'enseignement de l'économie. Et que les gens très tôt puissent se représenter, puis faire des raisonnements économiques. Et on a un gros problème en France d'inculture économique. Alors moi j'ai essayé avec d'autres de transformer les programmes de SES, mais les programmes de sciences économiques et sociales, ça démarre en seconde. Et c'est obligatoire, il y a à peine 1 ou 2 heures par semaine en seconde, et après c'est optionnel. Et on souffre énormément, je crois, du fait qu'il y ait vraiment une inculture économique au sein de la population. Alors après se pose la question comment les gens peuvent se faire un raisonnement eux-mêmes et comment ils peuvent eux-mêmes, ils voient des gens leur dire différentes choses, tout a l'air cohérent, et comment savoir qui a raison et qui n'a pas raison, et comment faire un dialogue, comment dire, mais est-ce que je prends pour argent comptant ce que tel et tel va me dire? Est-ce que je peux me questionner? Est-ce que j'ai les outils pour moi me faire mon raisonnement? Après, on peut ne pas être d'accord, avoir des divergences, mais vous voyez, par exemple, souvent en économie, il y a des effets qu'on ne voit pas. Je bloque les loyers, il va y avoir des effets sur les prix. Vous voyez, il y aura des effets qu'on ne voit pas d'un blocage des loyers. L'impôt, par exemple, bon, bah, alors, moi je suis pour la taxation progressive, hein, donc il n'y a pas de... Mais trop d'impôts, on sait que ça tue l'impôt, que ça peut réduire les revenus fiscaux. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des jeux à somme nulle. C'est des choses que les gens ne perçoivent pas parce qu'ils n'ont pas l'éducation économique. Ils ne savent pas tout de suite raisonner, de dire oui mais ça entraînerait telle conséquence, qui aurait telle conséquence, et donc qui aurait peut-être au total, l'effet ne serait pas celui que j'imagine au départ. Et on souffre d'un grand problème de ce côté-là. Enfin, je crois qu'il faut repenser tout notre système éducatif et mettre l'économie très tôt dans l'enseignement. Je crois que c'est vraiment... voilà, si je peux... J'ai une histoire à raconter, quand même, c'est une chose assez drôle. Puisqu'on parle de santé, il y a eu le pass vaccinal.
il y a eu une étude économétrique très sérieuse sur l'impact du pack vaccinal. On voyait tout à fait, j'ai participé à cette étude moi-même, elle est sortie dans Nature, je crois, et on voyait très bien que la mortalité se ralentit avec le pass vaccinal. On voit très bien aussi des ruptures de trend sur l'évolution du PIB. On voyait vraiment des effets très clairs du pass vaccinal. La dirigeante d'un parti qui fait plus de 30% des voix, que je ne nommerai pas, va sur les plateaux le jour même de la sortie de l'étude et elle dit l'étude est fausse, sans dire pourquoi elle serait fausse. Vous voyez, est-ce qu'elle a refait les régressions? Est-ce qu'elle a elle-même été regardée? Et ça m'avait frappé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une étude sérieuse. On pouvait tout à fait discuter sur les détails de l'économétrie de l'étude. Elle était très sérieuse. Et elle est sortie donc dans le meilleur journal, la grande diffusion qui est Nature, enfin avec Science, c'est le meilleur. Et c'était très curieux de voir un dirigeant venir sur des plateaux affirmer l'étude est fausse au moment même de sa sortie. Et qu'elle puisse le faire. Si on avait un niveau de culture économique comme celui que je souhaite, ça serait beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose comme ça. Et alors, tout à fait, et ça rejoint une des questions du public sur justement plus largement la question de la formation au raisonnement scientifique. Comment développer cette formation, pas seulement pour les dirigeants politiques, mais plus largement pour les citoyens. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, peut-être une interrogation sur notre formation. Bon, Philippe Aghion parlait de l'absence de culture économique. Je peux dire la même chose de l'absence de culture scientifique et de l'absence de culture statistique. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont fait l'ENA. Je donne des cours à Sciences Po. Je vois les étudiants de Sciences Po. Ils n'ont pas le début du commencement d'un raisonnement statistique et ils ne sont pas capables de savoir ce qui est dans un écart type, ce qui est significatif, pas significatif. Et donc on manipule les chiffres dans tous les sens. Beaucoup d'inquiétudes. Et donc moi je pense qu'on a un problème d'école évidemment. Alors tout le monde le dit, lire, écrire, compter. C'est très bien. Mais on a quand même aujourd'hui une éducation très descendante. On inculque en France beaucoup de faits. On demande aux enfants d'apprendre par cœur un certain nombre de choses et on ne les éduque pas au raisonnement face à l'incertitude. Or, dans le monde dans lequel on est, qui est quand même un monde extrêmement mouvant, où les certitudes ne durent qu'un moment très court et où on a besoin de trouver son chemin dans un océan d'incertitudes face à l'avenir, je trouve qu'on devrait un peu plus éduquer les enfants au raisonnement scientifique. C'est quoi le raisonnement scientifique ? C'est de poser des hypothèses face à une incertitude et d'essayer de trouver un chemin méthodologique qui va lever petit à petit les doutes, les incertitudes pour arriver à valider une hypothèse. Moi, je pense que ce type de formation, elle devrait avoir lieu beaucoup plus tôt à l'école primaire, de faire de la science expérimentale, de trouver son chemin. Je pense que ça vraiment aiderait les enfants à raisonner face à un certain nombre de faits qu'on leur inculque sans capacité à mettre en doute les méthodologies utilisées, la réalité, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un problème d'école. Je ne sais pas à quel point on sera capable, dans les années qui viennent, de se reposer la question de notre école, mais en tous les cas, le modèle tel qu'il est n'est clairement pas satisfaisant pour former les jeunes aujourd'hui à l'incertitude qui vient. Gloria Origi, vous nous disiez que... vous, excusez-moi, je vous ai... qu'il fallait aussi faire l'expérience de la vérité. Je reprends quand même les remarques de Philippe et d'Agnès. Il faut ouvrir, on n'a pas encore ouvert un grand chantier sur l'école, sur la pédagogie, après la révolution d'Internet. Enfin, nous assistons à une révolution qui est de la portée du passage du paléolithique au néolithique. Enfin, c'est ça la portée anthropologique de cette révolution. Il se peut qu'on ne sera plus les mêmes individus, enfin, qu'on ne sera plus le même Homo sapiens. Enfin, donc, je veux dire, il faut clairement repenser à quelque chose, parce que, et ça n'arrive pas à tout. Enfin, bien sûr, l'école change,
évolue, elle a aussi besoin d'un peu d'inertie par rapport à la vitesse de la société, sinon une génération après l'autre serait incapable de se parler. Les parents et les enfants seraient incapables de se communiquer. Une école a aussi besoin de faire une population, enfin de créer un terrain commun. Donc on ne peut pas suivre tous les changements. Mais bien sûr, il faut repenser au chantier, disons, école, après cette révolution des derniers 25 ans qui a vraiment bouleversé complètement notre façon d'interagir avec le monde. Donc là, les compétences, ce n'est pas moi qui va les dicter. Chacun peut-être va dans sa direction. Je dirais qu'il faudrait un peu plus de philo ou de logique mathématique, ou un peu plus d'économie, un peu plus de sciences. Sûrement des compétences, disons, de raisonnement formel, enfin de raisonner avec l'abstrait. Sont très importantes, de comprendre que l'abstrait est une façon de représenter la réalité, qu'il n'y a pas il n'y a pas les choses d'un côté dont on peut faire l'expérience et de l'autre côté les modèles abstraits, etc. Que les modèles, Galilée disait, le livre de la nature est écrit en caractère mathématique. Enfin, donc la nature, le monde qu'on a devant peut être représenté et modélisé. Et comprendre mieux, disons, ce lien entre l'abstraction, enfin, et l'expérience du monde, c'est une façon, comme on parlait l'autre jour avec mes collègues ici, en fait, c'est une façon de faire l'expérience de vérité. J'ai raconté, moi je viens de la logique mathématique. Et un théorème, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur le théorème de Gödel, qui est un magnifique théorème du siècle dernier. Et enfin, ça prend beaucoup de temps de le comprendre. Enfin, ça m'a pris des semaines pour arriver à maîtriser la démonstration. Mais une fois que vous vous la voyez, c'est là, enfin, c'est vrai. Vous n'avez pas de doute. Enfin, vous faites l'expérience de la vérité. Je pense que dans les sciences expérimentales, on peut le faire. Je pense que dans tout ce qui est probabiliste et statistique, les gens ont moins l'expérience. C'est difficile d'avoir une expérience probabiliste, enfin, directe. Mais bien sûr, moi, je suis convaincu que c'est le sens de l'abstraction. Enfin, l'idée que le monde peut être représenté, l'expérience peut être représentée à travers l'abstraction qu'il faut encourager dans un monde qui devient de plus en plus, si vous voulez, abstrait, enfin virtuel. Enfin, voilà. Jean-Luc Tavernier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, le constat est un peu alarmant. C'est-à-dire que rien ne va vraiment. Si vous regardez le niveau mathématique, alors il y a des enquêtes internationales pour ça. Et alors c'est avant même la statistique. On est plus mauvais que la plupart des pays sur juste la fraction, comprendre les fractions. Il y a un exemple dans le bouquin qui est cité. La plupart des élèves de CM1 ne savent pas dire si vous avez fait 3/8 du chemin, quelle partie de chemin il reste à faire. La formation à la démarche scientifique des professeurs des écoles est très faible. Et une proposition, on va dire, de Karine, c'est de faire plus de formation permanente et de la formation à la démarche scientifique. Pour les enseignants eux-mêmes. Et puis pour les programmes, moi j'étais un peu moins ambitieux que Philippe, mais j'étais aussi sensible au fait que les collégiens devaient apprendre ne serait-ce que ce que veut dire le chômage, ce que c'est que l'inflation, ce que c'est que combien il y a de pourcentage d'immigrés dans le pays. Et au passage, savoir où trouver la bonne source. C'est aussi une formation Internet, où trouver le bon site et se dire, un site d'un institut statistique officiel, ça a plus de chances d'être crédible. Et au passage, c'est une préoccupation de tous mes homologues, de tous mes anciens homologues. On a consacré des journées à comment les instituts statistiques pouvaient travailler avec le système éducatif. C'est nulle part très simple. Et moi, je dois dire qu'après 13 ans, je n'ai pas vraiment réussi à enclencher quelque chose de ce point de vue-là. Mais je ne désespère pas que dès le collège, effectivement, parce que SES, comme l'a dit Philippe, ça ne s'adresse pas à tout le monde, dès le collège, on ait une base quand même minimale pour devenir un électeur responsable. Et par rapport à la question de justement réussir à lutter contre la désinformation, les fake news, etc., Agnès Buzyn, je pense qu'il est vraiment très important d'arriver à faire comprendre que le doute scientifique ne veut pas dire douter de tout, et que ce n'est pas du tout la même chose. Oui, merci de me poser cette question, Stéphanie. C'est un de mes dadas. En fait, je trouve qu'il y a une incompréhension dans le public parce qu'on utilise le même mot, douter, pour le doute scientifique, qui est une
évidemment une méthode de travail des scientifiques pour remettre en cause l'ordre établi, essayer de trouver de nouvelles hypothèses. Ce doute scientifique, il est sain. C'est un doute d'experts, c'est un doute de professionnels. Et en fait, on utilise exactement le même mot pour le doute scientifique qui permet la démarche et la progression de la science, et douter de tout dans le sens scepticisme, je ne crois personne, qui est aujourd'hui quelque chose de très, très partagé dans la population française qui a envie de douter et qui estime ça légitime. Et je pense que cette confusion vient du fait qu'on utilise le même mot pour quelque chose qui est une sorte de méthodologie scientifique, de remise en cause de l'existant, et c'est normal, et quelque chose qui, aujourd'hui, détruit la confiance dans la science. Et ça m'ennuie qu'on utilise ce mot parce que nous n'en avons qu'un. Et je pense qu'il faudrait inventer un autre mot pour le doute scientifique qui est totalement légitime et qui n'est pas du scepticisme et qui est de la méthode. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être un nouveau combat, trouver un nouveau mot. Mais je pense que ça crée de la confusion parce que les gens qui doutent de tout aujourd'hui ont l'impression qu'ils sont très intelligents. Or, on ne peut pas douter de tout. On ne peut pas douter que la Terre est ronde, que la Terre tourne autour du Soleil, etc. Et à un moment, il y a quand même des faits établis en science. Et donc, le doute, il est légitime quand c'est de la méthode et de la réflexion de scientifiques ou d'expertise, pas forcément légitime sur tout et par n'importe qui. Alors, sur la question des faits établis, il y a plusieurs questions qui reviennent sur la réforme des retraites et sur le fait que les chiffres qui ont été cités pour appuyer la réforme des retraites étaient, on a tout entendu, on ne savait plus effectivement ce qu'il fallait vraiment penser, quelle était la réalité. Monsieur Aguillon, Monsieur Tavernier, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question ? Oui, alors donc je crois que... Enfin, je sais pas, moi personnellement, j'ai pris très au sérieux les études du corps récentes sur, voilà, maintenant on peut discuter, et voilà, mais je crois que Jean-Luc est beaucoup plus au fait que moi, donc je laisserai Jean-Luc, la question c'est après les conclusions qu'on en tire, quoi, voilà, et donc je pense qu'effectivement, il y a le constat que nous avons un PIB par tête qui est insuffisant, en partie parce que nous avons un taux d'emploi insuffisant et une croissance de la productivité insuffisante. Je pense que ça, c'est un constat voilà, qui est assez consensuel, c'est-à-dire qu'on doit augmenter notre PIB par tête, et on doit l'augmenter en augmentant notre taux d'emploi et en augmentant notre productivité. Voilà. Donc, après, il y a différents leviers pour parvenir à augmenter le taux d'emploi. Il y a le problème de l'emploi des jeunes, comment améliorer nos systèmes de formation pour améliorer le matching entre l'offre et la demande de travail, comment faire en sorte que les entreprises ne se séparent pas de leurs employés dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, mais qu'ils les gardent, et comment induire plus de civisme de la part des entreprises de ce point de vue-là, et puis la réforme des retraites, et comment arriver à... Il va falloir qu'on travaille plus longtemps, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une façon de faire qui, à mon avis, passera mieux en France qu'une autre. Mais il y a les chiffres objectifs, c'est-à-dire qu'il faut bien séparer le constat, alors après on peut être d'accord ou pas d'accord sur le constat, des solutions. Alors je crois qu'effectivement, il faut faire très attention que l'institut qui fait le constat ne montre pas un biais en faveur de telle ou telle solution. Je pense que ça peut discréditer le constat. Voilà, je crois que c'est très important que l'institut qui fait les constats ne prenne pas position en disant il y a A, B ou C, et moi je préfère A, B ou C, quoi. Voilà, donc je pense que ça c'est très important. Mais je crois que c'est le cas. Enfin, je pense que donc voilà, sur les retraites, donc il y a le constat qui, je crois, et c'est évident qu'on doit travailler davantage en France, mais comment, et puis après, il y a comment y parvenir. Et alors là, c'est affaire de consensus, c'est affaire de... Voilà, c'est la psychologie des gens, c'est ce qui passe et ce qui passe pas. Et ça, c'est des considérations qui ne sont pas dans les rapports du corps ou d'autres institutions. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question-là. Jean-Luc Tavernier ? Oui, alors il y a un débat un peu technique qui est quelle est la part de déficit public qui est liée à notre problème de retraite et de retrait de la vie active assez tôt par rapport aux autres pays. Et c'est un débat franchement technique et comptable et qui est lié au fait que globalement, comme l'État n'a pas de caisse de retraite, quelle est la part des déficits il faut attribuer
aux fonctionnaires de l'État. Bon, c'est pas un débat super passionnant en fait, parce que ce qui est vrai, et de fait en comptabilité nationale, côté INSEE, on ne publie pas un déficit des retraites, tout simplement parce que si vous dites que vous affectez un jour un point de TVA au régime de retraite, vous allez faire disparaître le déficit comptablement, mais vous n'aurez absolument pas réglé le problème. Donc la recette peut bouger d'une caisse à l'autre. Ce qui est vrai, c'est que la dépense, en part de PIB, la dépense de retraite en France, elle est la plus élevée que partout ailleurs, sauf en Italie. Voilà, ça c'est clair, net, précis, et c'est ça qu'on peut comparer. Et ce qui est très clair aussi, c'est qu'évidemment, l'allongement de la vie active et non seulement va avoir un effet sur la réduction des retraites, mais aura un effet sur la croissance potentielle et partant sur les recettes qui permettent de financer tout le modèle social. Moi, j'ai écrit vendredi dans Les Échos une petite tribune avec Jean-Marie Speth, qui est un ancien responsable de la CNAV, ancien président de la CNAV, de la CNAM, Assurance Vieillesse, Assurance Maladie, et ex-numéro 2 de la CFDT, pour dire qu'on ne pouvait pas promettre à la fois la baisse des déficits, la hausse des revenus des Français, et ne pas toucher à l'allongement de la vie active et de la durée du travail d'une manière ou d'une autre. On ne pouvait pas promettre les trois et qu'il fallait absolument que ceux qui veulent accéder au pouvoir disent quel objectif ils entendent abandonner parmi les trois. Mais on ne peut pas faire, il y a un incompatible entre baisser les déficits, augmenter le revenu des gens et considérer que l'âge de cessation de l'activité est intangible. Agnès Buzyn, vous vouliez compléter ? Alors, pas sur les retraites, parce que je pense que le débat a été extrêmement bien posé par des gens beaucoup plus compétents que moi. Encore que j'ai quand même géré la retraite par points, la première retraite d'Édouard Philippe, la première réforme des retraites, celle que portait Édouard Philippe. Et donc, je connais la complexité de ce débat et je vous rejoins avec ce point quand même qu'on a du mal à évaluer et que le corps n'évalue pas, qui est le poids de la retraite des fonctionnaires qui est payé dans le budget de l'État, en fait, qui n'apparaît pas dans le corps. Donc, il faut le rajouter quand même à la part des retraites aujourd'hui dans nos déficits publics. Je voudrais simplement dire un mot, parce que le débat est sur la vérité, et on a beaucoup parlé de la place des scientifiques, de l'expertise, etc. Il y a vraiment un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est la place des médias et des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de questions qui tombent sur le... J'ai envie de vous poser la question, Stéphanie Benz, vous êtes journaliste à l'Express, vous êtes vraiment spécialisée dans la science, dans les questions de science et d'aspects liés à la vérité. Peut-être vous voulez intervenir sur le rôle des médias. C'est rare qu'un panéliste pose une question à un animateur, mais vous n'êtes pas une animateur neutre, une animatrice neutre, totalement neutre. D'abord, vous participez à Évidence, et puis en tant que journaliste, comment réguler, c'est une vraie question. Et donc, je vais vous laisser réfléchir. Je vais vous donner déjà une petite opinion, ce qui vous permet de réfléchir, mais... Aujourd'hui, il y a un risque, en fait, c'est de laisser prospérer des fausses informations. La plupart des gens ne sont pas complotistes. Il y a une part des gens vraiment complotistes qui doutent de tout et qui veulent croire n'importe quoi, mais la majorité des Français, en fait, sont de bonne foi. Simplement, ils sont inondés d'informations dont ils ne savent pas la véracité. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle une forme de paresse cognitive, mais c'est même pas une paresse. En fait, c'est pas bien de dire paresse. C'est qu'à un moment, on n'a pas le temps d'aller chercher pour toutes les informations qui nous arrivent, la véracité. Et donc, cette inondation par des fausses vérités fait qu'on s'imprègne de choses totalement fausses, de bonne foi. Et je pense que c'est un rôle que doivent jouer aujourd'hui les médias, mais aussi les agences de l'État, c'est-à-dire de contrecarrer les fausses informations, d'aller au combat, d'aller sur Twitter. Beaucoup de grands organismes de recherche ont décidé de quitter Twitter au moment où Elon Musk a pris le contrôle. Moi, je pense que c'est une erreur. On ne laisse pas le terrain libre. On va au combat. Il est difficile. On prend beaucoup de coups, je peux vous le dire. On prend énormément de coups. Ce n'est pas grave. Voilà, donc il y a un enjeu aujourd'hui de contrecarrer cet océan de fausses informations, et j'espère qu'entre-temps, vous avez préparé votre réponse, Stéphanie. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez d'abord, sur la question effectivement de l'importance d'aller au combat, parce que effectivement, souvent, on entend les administrations, les médecins, etc., dire « Oh là là, on ne va pas rajouter une pièce dans la machine, en faisant ça, on donne du crédit aux complotistes, aux désinformateurs, etc. » Je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle et des outils comme ChatGPT, Perplexity, etc. change considérablement la donne.
parce que ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent en ligne. Et donc, plus ils trouvent de mauvaises et de fausses informations en ligne, et plus les informations qu'ils vont porter, les réponses qu'ils vont porter au public vont être erronées. Et donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, d'alimenter au maximum le web de vraies informations. Et donc, pour rebondir sur votre question, c'est effectivement exactement ce qu'essayent de faire avec leurs moyens les médias sérieux. Donc, je ne vais pas prêcher pour mais quand même l'Express, mais aussi nos confrères du Point, Le Monde, Le Figaro, etc. On a quand même tous une ligne très assumée sur la défense de la rationalité, qui permet donc justement d'apporter cet éclairage objectif, dans le sens où on fait appel aux experts des sujets. Malheureusement, c'est pas du tout le cas de plein d'autres canaux d'information que l'on connaît. Ça, on n'y peut pas faire grand-chose, à part, effectivement, nous, ça nous donne beaucoup de sujets, donc on est ravis de faire beaucoup de debunking, mais voilà, ça s'arrête là. Dans les questions qui sont tombées, donc je vous dis, il y avait beaucoup de questions sur les médias, il y avait aussi une question sur la place des citoyens, et notamment pourquoi, si on... Alors, attendez, je recherche juste la question. C'était une question sur les conventions citoyennes. Si l'enjeu principal est d'aboutir à des décisions publiques qui servent l'intérêt général, ne pourrait-on pas donner un rôle plus important aux conventions citoyennes qui permettraient d'être moins dépendants des cycles électoraux, des lobbies, etc. Philippe Aghion, qu'est-ce que vous en pensez? Alors écoutez, là-dessus, je ne suis pas du tout expert, mais l'expert, c'est Hélène Landemort. Vous voyez, ma collègue Hélène Landemort, qui est professeure à Yale. Et donc, je conseille de lire très attentivement les tribunes qu'elle écrit dans Le Monde régulièrement, ou les travaux qu'elle produit. Elle est quelqu'un qui a énormément réfléchi sur les conventions citoyennes. Et donc voilà, donc j'ai pas... Maintenant, je mesure donc l'étendue de mon ignorance sur le sujet, mais je ne peux que recommander la lecture d'Hélène Landemort et de tout ce qu'elle écrit là-dessus. Et je suis d'accord avec elle qu'il faut donner un rôle beaucoup plus important, mais il faut le faire de bonne manière. Et en tout cas, voilà, elle est parmi ceux qui sont... Elle est probablement la politologue de la jeune génération la plus en pointe sur ce sujet. Voilà. Gloria Origi, sur cette question. D'abord, j'encourage aussi à lire Hélène Landemort, qui est aussi une très bonne amie, enfin, qui est justement une Française émigrée aux États-Unis, mais elle intervient beaucoup. Elle a suivi la Convention citoyenne sur le climat. Elle a suivi une Convention citoyenne très importante en Europe, en Islande, enfin, pour réécrire la Constitution islandaise tous ensemble. Enfin, et le vrai problème, enfin, c'est vraiment une belle expérience, les conventions citoyennes, les assemblées de ce type, parce qu'elles sont, justement, on parlait de dessiner les interactions entre sciences et politique. Mais là aussi, c'est une façon de dessiner très bien l'interaction entre les participants. Les participants ne peuvent pas dire n'importe quoi. Enfin, il y a des experts qui viennent, ils doivent lire des choses, ils ont des prises de parole très organisées, donc c'est très structuré, ce qui rend les gens plus intelligents. Moi, j'ai fait l'expérience avec Hélène d'une assemblée. Vous sortez, vous êtes un peu plus intelligent que quand vous êtes rentré, ce qui est pas mal. Enfin, par rapport à scroller Facebook, enfin, ça fait vraiment... Et le problème, c'est là aussi l'interface entre les assemblées citoyennes et les gouvernements et la politique, etc. Enfin, beaucoup de décisions qui sont prises et des recommandations ne sont pas adoptées. Il n'y a pas une interface qui est claire. Donc, ça peut sembler, à ce stade, au moins en France, ça marche très bien au niveau local, mais ça peut sembler, pour plein de personnes, à ce stade, une perte de temps. La même chose est arrivée en Islande. Ils ont travaillé énormément pour écrire tous ensemble la Constitution. Entre-temps, le gouvernement a tombé. Il y a eu un nouveau gouvernement qui a dit qu'on s'en fichait de l'Assemblée citoyenne et rien de ce qui avait été fait par les citoyens a été adopté. Donc, c'est très bien comme outil, c'est incroyablement efficace en termes cognitifs, vraiment d'expérience collective, d'intelligence, mais il faut penser l'interface avec le pouvoir. Jean-Luc Tavernier. Oui, deux réflexions. La première, c'est quand même, on a 3 assemblées dans le pays, il y a 3, en ajoutant à l'Assemblée au Sénat le CESE.
Donc c'est quand même acté qu'avec ces 3 assemblées, on n'arrive pas à avoir une représentation. Oui. C'est un peu dérangeant ça. Et deuxièmement, si vous discutez avec des gens qui ont organisé la Convention citoyenne sur le climat, c'est incroyablement efficace, mais je ne sais pas comment on passe à l'échelle. C'est-à-dire qu'il a fallu des heures et des heures pour que les gens sortent de leurs préjugés, étudient ensemble, et donc on fait ça sur 150 personnes. Comment on passe à l'échelle, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Agnès Buzyn. Je suis très intéressée par ces expériences. Je les ai testées notamment dans les agences sanitaires que j'ai dirigées. Et la confrontation des citoyens avec l'expertise aboutissait à ce qu'on soit effectivement, au final, plus intelligent collectivement. Pour autant, je considère qu'il y a eu un malentendu après la Convention citoyenne sur le climat, lorsqu'on a laissé entendre que les recommandations de la Convention allaient s'appliquer. Je pense que ça n'est pas le rôle d'une Convention citoyenne. Je pense que dans ce triptyque de l'evidence-based policy, pour moi, cette Convention citoyenne, elle représente l'acceptabilité sociétale, elle représente une certaine forme de savoir. Pour autant, le politique doit trancher avec d'autres intérêts. Et donc d'avoir laissé penser qu'on allait appliquer point par point la Convention citoyenne sur le climat, c'est faire fi du rôle du politique. Or, moi, je pense que le politique, il a à reposer sur les faits, mais ces faits, ils sont nombreux, ils sont vrais. Alors, concernant le climat, ils sont vrais, c'est ce qu'apporte le GIEC, mais c'est aussi les besoins des agriculteurs, c'est aussi la réglementation européenne, c'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et le politique, il a des intérêts très multiples à gérer, ce que n'a pas à faire la Convention citoyenne sur le climat. Donc, elle représente quelque chose d'important, il faut l'écouter, mais de la même façon qu'on ne peut pas appliquer la science brutalement en politique, on ne peut pas appliquer brutalement l'opinion publique, quelque part, ou la représentation de l'opinion publique. Donc, moi, je suis partisante de les promouvoir, mais de leur laisser leur juste place. Et il y a quelque chose qui me gêne, de la même façon que le mot « doute » me gêne, il y a le mot « expérience profane ». On voit proliférer en ce moment l'importance de l'expérience profane. Alors c'est très important, par exemple l'expérience des patients, l'expertise profane. L'expérience des patients, elle est très importante en médecine, il faut la prendre en compte. Mais est-ce pour autant de l'expertise? Et le fait qu'on utilise le même mot pour expert et expertise profane, je dirais que c'est un oxymore, expertise profane en fait. Donc je pense qu'on pourrait parler d'expérience profane, elle est très importante, d'apporter de l'expérience citoyenne dans les débats. Pour autant, je pense que l'expertise doit rester de l'expertise, c'est-à-dire de la reconnaissance par les pairs sur des méthodologies scientifiques. Et donc, à vouloir sans arrêt mélanger les concepts, on brouille en fait le rôle des uns et des autres, ce qui me gêne in fine pour la place de la science comme pour la place du citoyen. Merci. Donc on va bientôt arriver au terme de cette table ronde. Pour conclure, je voudrais que chacun d'entre vous nous donne une mesure essentielle, qui vous paraît essentielle pour redonner toute sa place à la science dans le débat public. Philippe Aghion, est-ce que vous voulez ouvrir ? Sur l'éducation, l'introduction de l'économie dès la 6e, dès le collège. Voilà, ça serait une mesure... voilà, j'aimerais beaucoup aller dans cette direction-là. Gloria ? Je passe. Non, en général, je pense que les mesures vont... je dirais, il y a deux débats. Comment rendre plus compétents les citoyens en général pour comprendre l'information scientifique, etc. Et puis comment rendre les politiques plus intelligents sur... en termes scientifiques. Moi, je penserais des mesures, ça me vient l'idée, ça me vient plutôt du débat d'aujourd'hui, enfin, donc je ne suis vraiment pas compétente, des mesures de gestion de l'interface entre science et politique, enfin, des mesures plus claires, enfin, de gestion entre science et politique dans la prise de décision. Jean-Luc Tavernier ? Je vais surfer sur ce qu'a dit Gloria, je vais tricher un peu parce qu'il y a effectivement deux sujets. Sur la fabrique de la décision politique, je pense que moi si j'avais une mesure, ça serait vraiment qu'il y ait une instance qui vérifie que tout a été bien expertisé, instruit, documenté avant qu'on passe au vote. Et pour l'éducation globale de tout le monde, oui, il y a le sujet éducation nationale. Et puis j'hésite un peu parce qu'il y a aussi le sujet algorithme. C'est-à-dire si on a des algorithmes sur les réseaux sociaux qui vous confirment dans votre biais de confirmation,
On pourra faire tout ce qu'on voudra. On va pas payer Google, bourrer les urnes pour que la bonne information soit indexée la première. Enfin, ça devient fou. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de fonctionnement en fait, des algorithmes des réseaux sociaux aussi. Oui, tout à fait. Agnès ? Merci de nous poser une question qu'on n'avait pas préparée du tout. Stéphanie, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur la construction des politiques publiques fondées sur la science, mais sans oublier évidemment cette fameuse expérience profane dont je parlais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les politiques, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ou dans les ministères, on ne sait pas interroger la science. On n'a pas de processus écrit pour aller chercher l'expertise là où elle est. Le meilleur exemple pour moi, et je suis très critique dans un autre livre que j'ai écrit, qui était mon journal de bord du Covid, mais très critique du conseil scientifique du Covid. Parce que justement, il n'a pas fait l'objet d'un processus bien réfléchi. Il a été mis en place où on a été chercher des experts que les uns et les autres connaissaient. On n'a pas interrogé les agences sanitaires, elles n'étaient pas représentées. Il n'y avait pas l'INSERM, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de Santé publique. Donc l'expertise publique n'a pas été recueillie. Et puis on a mélangé justement dans la même instance une expérience profane des sociologues ou des représentants d'associations, pas des sociologues, ça ce sont des scientifiques, mais des représentants d'associations, bon, et on a fait des sortes de avis composites entre de l'expertise scientifique, de l'expérience profane. Bon, et pour moi, c'était tout sauf un conseil scientifique. Donc il y a eu un mélange des gens. Un conseil scientifique, ça doit conseiller un président de la République, ça ne doit pas faire des recommandations qui s'appliquent, en fait. Ça doit proposer, mais ne pas faire de la politique à la place de la politique. Donc il y a un sujet de processus de mise en place, d'interrogation de l'expertise dans notre société, et notamment pour les pouvoirs publics. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler collectivement. Écoutez, je vous remercie tous les quatre pour vos interventions.